Je propose du coup qu'on passe à la deuxième séquence. Et donc je laisse nos quatre intervenants suivantes monter sur scène. Super. Donc, le temps que tout le monde s'installe, donc je vous propose en introduction le même fonctionnement que lors de la première séquence, avec des présentations rapides de vos structures et de vos projets. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, Laurence Vaquez, vous êtes directrice de la maîtrise d'ouvrage à Paris Habitat. Et donc, je vous laisse démarrer. Je sais pas si on peut... Bonjour, merci de m'avoir proposé de participer à cette table ronde et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec voilà, l'ensemble des personnes présentes nos pratiques. Je vais quand même commencer par vous donner un peu quelques données. Paris Habitat, c'est 128 000 logements, 4 200 commerces et nous sommes présents sur 24 communes et on loge plus de 285 000 personnes. Alors nous menons une politique d'amélioration du cadre bâti depuis plus de 15 ans. Et en 2013, ce sont près de 12 000 logements qui ont été programmés en réhabilitation sur une période de 6 ans pour un investissement de 920 millions d'euros. Puis en 2019, on a adopté un PSP avec une programmation de rénovation de 13 700 logements sur une période de 10 ans pour un investissement d'1,3 milliard. Alors, les objectifs poursuivis, c'est ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, l'adaptation du patrimoine au changement climatique, mais aussi l'adaptation des logements aux besoins des locataires actuels, mais aussi d'une population vieillissante, mais aussi aux futurs habitants. Donc, il y a voilà, ce double regard qu'il faut avoir. Et nous menons aussi tout un travail sur l'amélioration des locaux communs, des locaux de service et des espaces extérieurs. Donc la réhabilitation est large et revêt plusieurs champs d'action. Actuellement, on a plus de 8 300 logements en travaux et plus de 7 000 sont en phase étude. Les travaux se font toujours en site occupé, donc soit en logement occupé et parfois dans le cadre d'opérations tiroirs. Alors pour mener cette programmation ambitieuse et face à l'ampleur des travaux, il est absolument nécessaire de convaincre et de rassurer les locataires qui vont vivre au sein de leur résidence et au sein de leur logement ces travaux. Donc la concertation est une clé, voire la clé pour faire adhérer les habitants et d'autant plus que nous soumettons au vote l'ensemble de nos programmes de travaux. Alors vous voyez la slide là, elle n'est peut-être pas très claire, mais je voulais illustrer ce temps de la concertation dans le cadre des études. Et ce qui est important de dire, en tous les cas pour nous à Paris Habitat, on a mis en place un outil, un premier outil qui est un pacte d'amélioration du cadre de vie. Et c'était un document qui fixe les modalités de la mise en œuvre de la concertation. C'est un document qui a été signé avec l'ensemble des représentants des locataires et qui du coup s'applique à l'ensemble des opérations de réhabilitation. C'est un document qui a été signé en 2012 et là on va engager sa réécriture cette année. Ce qu'on en retire, c'est que la concertation, c'est nécessaire de prendre le temps de concerter et cette slide l'illustre bien. Et on démarre cette concertation au moment du diagnostic, mais parfois avant, comme il a été dit précédemment. Et on va développer plusieurs formats de concertation.
On sera sur des formats plus formels avec des réunions publiques, mais aussi des moments plus informels d'échange dans le cadre d'ateliers, notamment beaucoup d'ateliers sur les logements, sur les locaux communs, sur les usages. Il va y avoir beaucoup d'expérimentation aussi ou de visites d'autres sites pour rencontrer des locataires qui ont vécu déjà une réhabilitation. Je vous propose juste oui, peut-être de revenir sur tout ça dans le cadre des oui, questions, si je vais ça très ne vite. vous dérange pas. Et on va mener des entretiens aussi individuels, voilà, donc différents niveaux. Et puis cette concertation permet aussi d'expérimenter de nouveaux usages et aussi de se réinterroger sur des choses qui ont été mises en place, là comme il a été dit tout à l'heure, des résidentialisations, réouvrir des cœurs d'îlots qui ont été fermés à d'autres moments quelques années plus tôt. Et puis c'est aussi de montrer ce qui va être fait dans les logements, et on réalise systématiquement un ou plusieurs logements témoins que les locataires pourront venir visiter. Et on peut à nouveau, dans le cadre de ces rencontres, écouter ce qu'ils en pensent. Et puis à la fin, il y a un vote qui vient valider ce temps de concertation. Voilà, alors juste pour la petite histoire, depuis 2009, on a réalisé 82 votes et on a eu seulement, vous me direz c'est trop, mais 3 votes négatifs. Et il y a un site où on a réengagé tout un travail et un deuxième site où ce travail a été réengagé et le vote a été positif. Voilà. Super, je vous remercie. Oui, un patrimoine important et diversifié, des modes d'intervention diversifiés, on va y revenir. Je passe maintenant la parole à vous, Maxence Debloc. Vous êtes directeur de projet à l'agence Vraiment Vraiment. Je vous laisse aussi vous présenter. Okay. Bonjour. Bonjour à tous. Donc je suis architecte urbaniste à l'agence Vraiment Vraiment. On est une agence de design et c'est peut-être aussi important de préciser, c'est qu'on conçoit vraiment, on est une agence qui conçoit et on conçoit à partir des usages. Merci. Et l'idée, c'est que tout ce travail d'accompagnement à la maîtrise d'usage que je vais vous expliquer là maintenant, en fait, nous, c'est un vrai levier de conception aussi, qui permet pour nous de concevoir des projets qui répondent mieux aux besoins des habitants et des personnes qui travaillent, notamment pour le coup dans les logements sociaux. Un projet sur lequel on est pas mal fiers et très content de présenter aujourd'hui, c'est les photos que vous voyez là, c'est la résidence Charles Hermite. On intervient on a une mission d'accompagnement à la maîtrise d'usage et de préfiguration d'une opération NPNRU entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle. L'idée, c'est que nous, en fait, on intervient en amont et on réalise ce travail avec les habitants, les usagers, les gardiens d'immeubles, etc., les usagers de ces logements, pour concevoir un cahier des charges qu'on remettra aux maîtrises d'œuvre qui sont arrivées petit à petit sur ce projet. Et on a aussi animé des groupes de travail avec ces mêmes maîtrises d'œuvre. Ça, c'était sur le papier. Quand on arrive sur ce site, c'est un site il y avait une vraie tension, beaucoup de tension. C'est 1300 logements, on est entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Chapelle, je l'ai déjà dit. Il y avait une vraie méfiance envers les institutions, envers le bailleur, mais aussi envers la ville, envers tout ce qui était peut-être aussi un peu étranger aussi du quartier. C'est qui ces gens qui arrivent et d'un coup viennent nous expliquer qu'on va rénover nos logements, que je vais devoir déménager 2 fois. On a des personnes très âgées qui vivent dans ces logements et qui n'ont jamais déménagé, qui sont même nées dans les logements. C'est une particularité de ces logements HBM sur le long des boulevards des Maréchaux. Et donc la première chose qu'on doit faire, c'est rétablir un dialogue. Et on a co-conçu avec les acteurs du terrain et les habitants qui voulaient au début bien venir nous voir, un métier, un nouveau métier, un métier qui s'appelle les éclaireuses de quartier. On a fait un partenariat avec une entreprise à but d'emploi via notre clause d'insertion pour intégrer des habitants à notre équipe projet. Donc c'est Adrien, Adam, Djara et Awa que vous voyez sur la photo en dessous du lieu commun.
Et pour terminer rapidement sur cette présentation, les différentes missions qu'elles ont, on les a intégrées vraiment à tout notre projet. Elles font autant la médiation du projet urbain, c'est les photos que vous voyez un peu en haut. On a inventé des nouveaux dispositifs aussi de captation pour capter des publics qu'on ne voit pas aux réunions de concertation habituelles, les mamans, des personnes âgées qui sont très éloignées. Elles animent des lieux aussi, elles gèrent des lieux, elles animent des animations. On a travaillé tout un principe d'animation et de gestion de nouveaux espaces qui n'existaient pas. Et elles ont même évalué ces dispositifs. Donc, c'est les images que vous voyez aussi en bas à droite, où on voit ma collègue Alban qui est en train de travailler avec Djara sur l'évaluation des prototypes et des nouveaux aménagements qu'on a testés dans les cours. Et tout ce travail-là, en fait, on est très content parce que c'est une vraie expertise d'usage qu'on a intégrée à notre équipe, qu'on a aussi valorisé financièrement, parce qu'on parle d'expertise, mais avoir 4 personnes qui sont rémunérées pour faire ce travail, c'est juste. Et tout ce principe nous a permis aussi à concevoir, donc c'est pour ça que je retombe peut-être sur la conception, à concevoir une vraie programmation des rez-de-chaussée, du rez-de-ville, des espaces communs, des nouveaux locaux associatifs que vous voyez, qui est vraiment basé autour de ce travail qu'on a fait avec elle et aussi autour de tous ces acteurs associatifs avec qui on a travaillé grâce à elle. Voilà, je pourrais revenir dessus ensuite. Merci beaucoup. Donc on va changer un petit peu de registre maintenant pour parler aussi du parc privé. Et notamment de la copropriété. Donc, on va commencer avec vous. Donc, Grégory Lavoué, vous êtes directeur de projet à Urbanis. Je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la transition. Je vais vous parler pour ma part de l'habitat privé et puis de ce que peut faire Urbanis et plus largement l'intervention publique en direction de l'amélioration du parc privé. Donc on parle bien de copropriété, si ce n'était pas clair. En 2 mots très brefs, Urbanis a été créé dans la deuxième partie des années 1970, en 79 précisément, dans le but d'accompagner les pouvoirs publics dans la structuration et l'amélioration de ces politiques publiques d'amélioration privée. C'est le début des premières OPA. Je ne sais pas si ça vous parle, si ce terme vous est familier. Qui avait pour vocation de cadrer cette politique. Donc on s'adresse principalement à des copropriétés en difficulté et j'ai choisi cet exemple aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur, le 68 rue des Poissonniers, tout simplement car il retrace pour moi et pour nous très bien, je trouve, ce qui peut être fait. Vous avez à l'image le type de bâti, donc on se projette dans le 18e arrondissement, un immeuble de type faubourien, une copropriété particulièrement dégradée et qui cumulait un niveau de difficulté important et qui s'est retrouvé dans un dispositif public. Pour ne pas le citer, c'est l'opération d'amélioration de l'habitat dégradé, donc un dispositif public piloté par la ville de Paris, qui faisait l'objet d'une convention entre l'État, par l'intermédiaire de l'ANA et de la ville de Paris, et qui s'est traduit par 7 années d'accompagnement effectué par Urbanis en tant qu'opérateur en direction de cet immeuble. Pourquoi aujourd'hui cette valorisation et cette mise en lumière? Je trouve que l'accompagnement a nécessité un triple objectif. Le premier, naturellement, c'est le redressement de la copropriété. Je disais qu'il était plutôt dans une phase descendante. L'objectif central a été atteint, à savoir la réhabilitation la plus globale du bâti. Vous le voyez sur les photos. Donc les photos le plus en haut traduisent une forme de carence d'entretien. On le voit pour les participantes et les participants les plus techniques, une façade qui a été lissée au fil du temps, qui avait perdu son relief, perdu son dessin, son trait architectural. Donc ça a été fait par l'intermédiaire d'une sortie de dégradation et sortie d'insalubrité. On ne le voit pas sur les images, mais l'immeuble était frappé de procédures, notamment de lutte contre l'habitat indigne. Cette rénovation a fait l'objet d'une dimension énergétique également. Donc il y a eu ce double travail, ce parallèle entre la sortie de dégradation et d'insalubrité et la rénovation énergétique. Et enfin, qui est le troisième objectif, ce que je qualifie de requalification architecturale. La façade a retrouvé à l'issue une forme de relief avec ses bandeaux et puis un paysage tout à fait différent dans le quartier. Alors, vous me direz pourquoi présenter cette situation aujourd'hui. Je recentre avec notre sujet et l'habitat privé. Il faut savoir que le dispositif a apporté une aide colossale, des subventions publiques importantes, un accompagnement humain, mais reste néanmoins incitatif. C'est-à-dire que
le cœur des copropriétaires et des occupants qui constituent cette copropriété reste souverain. Ils prennent les décisions. Donc il a fallu les intégrer le plus en amont possible, j'y reviendrai tout à l'heure. Et tout cela s'est fédéré autour d'un conseil syndical, hein, qui est un organe représentatif au sein des copropriétés, qui a su non pas contrôler ses prestataires, je pense au syndic et à l'architecte qui a assuré une mission de maîtrise d'œuvre, mais bien travailler avec et faire un relais, une diffusion d'informations auprès du reste des occupants, de communiquer sur le phasage des travaux, parce que naturellement ça ne s'est pas fait en une seule phase, de communiquer sur les plannings, sur les gênes occasionnés, etc. J'en dis pas plus à ce stade, nous y reviendrons par la suite, mais selon moi, en tout cas, le 68 rue des Poissonniers retrace parfaitement ce qui peut être amené à se faire dans ce type d'intervention publique. Merci beaucoup. Donc on va terminer le tour de table avec vous, Fatoumata Diop. Donc vous êtes architecte-chef de projet au cabinet Sol Architecture et vous intervenez également sur des projets de réhabilitation en copropriété. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolée, je suis un peu malade. Donc avant de commencer la présentation, je tenais à transmettre donc les salutations de ma supérieure Hélène Drénard, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente aujourd'hui, mais que vous connaissez certainement mieux que moi. Donc, je suis une jeune architecte, j'ai rejoint Sol il y a un peu moins d'un an. Mais donc, actuellement, donc, comme Francesca l'a dit, j'occupe le poste de chargée de projet. Pour parler de Sol, Sol est une agence qui a été créée il y a un peu moins de 20 ans, donc par Hélène. Nous sommes une agence de femmes, donc nous sommes une agence qui a été créée par une femme, qui est pilotée par une femme et qui est dirigée donc par une femme. Sol a fait le choix de faire exclusivement de la réhabilitation. Donc on n'a jamais fait de projet neuf et donc ces projets ont toujours été donc quasiment en milieu occupé. Et donc cette pratique en milieu occupé nous permet donc d'être au contact des habitants qui sont selon nous donc les vrais clients des opérations. Donc nous intervenons principalement en Île-de-France et donc sur la slide vous voyez à droite donc la tour Paul-et-Loire qui se trouve à Bobigny, qui est donc une copropriété dégradée. Donc on intervient sur les copropriétés qui sont soumises à des dispositifs d'accompagnement public, donc soit les plans de sauvegarde, soit les ORCOD, ce qui est le cas ici pour Bobigny, sur laquelle on travaille avec Urbanis d'ailleurs. Donc ça c'est pour le logement en copropriété, sinon on fait également du logement social. Donc par exemple à la cité Musset, pardon je suis désolée. Donc à la cité Musset qui se trouve à la Courneuve, dont actuellement j'assure le suivi de chantier. Et donc ces deux opérations-là nous montrent que vraiment la pratique en milieu occupé, elle rend toutes ces phases de programmation, de diagnostic en fait, essentielles pour comprendre le bâtiment d'une part, mais aussi pour comprendre les besoins des habitants. Parce que comme on a pu le dire dans les précédentes interventions, cette discussion et cette communication avec les habitants, elle est importante pour que le projet soit d'une part compris, mais aussi accepté par tous. Super, merci beaucoup pour ce premier tour des présentations. Donc maintenant, comme lors de la première table, on va essayer de croiser un peu les regards sur tout ça. En commençant avec vous, Laurence, donc vous l'avez dit, pour Paris Habitat, on est sur un patrimoine qui est important. Et donc, vous avez déjà commencé à l'évoquer. Parfois, vous intervenez en site occupé. Parfois, vous faites des opérations de tiroirs. Donc, finalement, quels sont un peu pour vous les critères pour décider de quelle manière vous allez réhabiliter l'immeuble, si vous allez le faire en site occupé ou en opération de tiroir? Est-ce que ça dépend du projet de travaux? Est-ce que ça dépend du bâtiment? Enfin, voilà, comment vous décidez et vous anticipez en fait ces différents modes d'intervention? Alors là, vous avez en première partie, j'ai expliqué, j'ai donné un peu le cadre. On a un plan de charge important et beaucoup d'interventions à mener. Et on aimerait bien, pour faciliter parfois la vie des habitants, faire peut-être plus d'opérations tiroirs, mais ça reste très compliqué pour un bailleur. Et donc le premier critère, c'est effectivement la qualité la qualité architecturale du patrimoine. Ça ne veut pas dire que quand on est en milieu occupé,
c'est que des bâtiments qui ne sont pas de qualité, mais c'est essentiellement la qualité architecturale, la taille des logements, la petitesse des logements qui ne permet pas d'accueillir une isolation par l'intérieur et qui va nécessiter de reconfigurer les logements, et notamment aussi pour permettre d'améliorer la ventilation. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement notre patrimoine HBM des années 30 qui part en opération tiroir. Pas tous les HBM, parce que certains ne nécessitent pas des interventions aussi importantes que d'autres. Et aujourd'hui, sur la période à venir, enfin, qui a démarré en 2019, c'était les premières opérations tiroirs, et jusqu'en 2028, la fin du PSP actuel, on sera à plus de 10 500 logements traités en opération tiroir, ce qui représente à peu près 34 sites. Voilà. Après, aujourd'hui, ces opérations, ça nécessite, comme ça a été évoqué, une ingénierie sociale importante, parce qu'on va mettre en place dans une première partie du temps des relogements, parce qu'il va falloir créer de la vacance pour pouvoir mettre en place des cages relais qui accueilleront les locataires du site sur le site pendant les travaux. Donc on va d'abord dans une première phase faire du relogement, et puis après ça nécessite d'accompagner les locataires dans les déménagements, ce qu'on appelle les déménagements aller-retour, voilà, pendant toute la durée du chantier. Et là, aujourd'hui, on a une douzaine de personnes, de chargés de relogement au sein de Paris Habitat qui accompagnent les équipes pendant ces projets. Et l'opération tiroir nécessite aussi de bloquer nos logements à la relocation, puisqu'on ne va pas re-remplir le site. Et donc, on bloque les logements 3 à 4 ans avant le démarrage des travaux. Donc, c'est voilà, des opérations qu'on ne peut pas mener comme ça sur l'ensemble des sites. Oui, tout à fait. Donc, c'est très clair. Donc, des temps d'anticipation aussi qui ne sont pas forcément les mêmes entre ces modes d'intervention. Pour passer maintenant sur le parc privé, la question en général ne se pose pas trop. on est généralement toujours sur des réhabilitations en milieu habité. Vous avez commencé à l'évoquer aussi, Grégory, sur les spécificités. Enfin, en copropriété, les copropriétés restent souverains. Et donc, on est confronté à différents acteurs, tandis qu'en logement social, c'est assez clair, il y a le bailleur, il y a le locataire. En copropriété, il y a les copropriétaires. Il peut aussi y avoir des locataires, il y a aussi le syndic. Enfin, voilà. Compte tenu de un peu tout ce jeu d'acteurs et toutes ces spécificités, comment vous faites pour justement associer les occupants lors des phases de conception, programmation? Quelles sont un peu les spécificités des démarches que vous menez en copropriété? Je vais rebondir sur vos derniers propos que j'ai commencé à illustrer tout à l'heure, tout à fait. Nous faisons, c'est un nous très pluriel, une erreur de manière relativement courante qui consiste à négliger l'intégration du conseil syndical. Je l'évoquais tout à l'heure, ce terme vous parle probablement encore plus si vous êtes copropriétaire. De négliger en fin de compte l'organe représentatif de la copro dans le projet. Je serai un petit peu plus précis, dans le démarrage du projet. C'est pourtant capital, car le conseil syndical, sinon, va retourner, en tout cas c'est un risque, son approche et va se positionner dans une forme de contrôle, ce qui sera contre-productif parce qu'il y aura une collaboration qui sera perdue. Donc, c'est fondamental de l'intégrer dès la phase amont. Je vais alimenter mon propos avec quelques exemples. Lors de la phase de conception, par exemple, le bureau de maîtrise d'œuvre a nécessité de passer de manière très courante dans l'intégralité des logements pour relever certains éléments techniques. Le conseil syndical peut faire un travail en amont afin de diffuser l'information, travailler, c'est un organe bénévole, sur les disponibilités de chacun, commencer à partager en fin de compte des informations techniques, comme le phasage des travaux, je l'évoquais tout à l'heure. Un exemple comme le 68 Poissonnier ne peut se faire que rarement en une seule tranche de travaux.
préparer, ça peut paraître négatif, mais les informations sur les potentielles nuisances au sein de la copropriété. Donc, pour moi, c'est un organe relais qu'il est fondamental d'intégrer le plus en amont possible. L'erreur faite que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'acteur, on va dire professionnel et institutionnel, on a des objectifs à respecter, qu'ils soient territoriaux ou beaucoup plus locaux. Donc on a tendance à partir tête baissée, un peu dans la position de sachant, alors je le dis avec un terme un peu négatif, mais de partir tête baissée, et finalement ça devient notre projet. Or, qui vote en Assemblée générale, ça reste le projet des copropriétaires. Donc ça paraît simple hein, de le dire comme ça, mais si le conseil syndical n'est pas intégré le plus en amont possible, ça deviendra le projet des professionnels et non plus le projet des copropriétaires et des occupants. Bon, en termes d'exemple, ça paraît encore une fois autour d'une table comme ça entre acteurs professionnels une sorte de b.a.-ba, mais je peux vous assurer que ce n'est que très rarement fait. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'opérateur aux côtés de maîtrise d'ouvrage public, dans nos méthodes d'accompagnement, d'envoyer ces éléments-là le plus en amont possible. Le conseil syndical fait des campagnes d'affichage le plus tôt possible, des campagnes d'affichage qui parlent aux occupants parce qu'ils les connaissent. Va prendre relais avec des profils plus fragilisés pour les rassurer, pour anticiper. Je parlais tout à l'heure du montage de subventions publiques. Le fait pour une copropriété d'être dans un dispositif public, ça se traduit par la mobilisation d'aides financières conséquentes, incitatives. Néanmoins, ça passe par une capitalisation d'éléments administratifs parfois personnels. Le conseil syndical peut faire relais auprès de copropriétaires fragilisés, parfois allophones, peut faire relais, peut rassurer et nous aider quelque part collectivement dans cette approche. Il peut faire du boitage dans toutes les boîtes aux lettres. Encore une fois, hein, c'est des actions qui paraissent toutes simples. Ce n'est que très rarement fait. Il peut communiquer également sur tout le volet administratif du chantier. L'exemple du 68 Poissonnier a fait l'objet d'un préfinancement des aides financières publiques. Alors ça va devenir un petit peu technique, je vais essayer de redoubler de vulgarisation, qui permet de n'appeler que le reste à charge lors des appels de fonds. C'est-à-dire que les aides financières publiques sont avancées par un organisme tiers. Ça nécessite une pédagogie énorme parce que le ou la propriétaire qui n'a pas connaissance en toute logique de ses leviers et de ses outils va s'étonner de ne pas avoir ses subventions intégrales à la fin du chantier. Donc voilà, je le dis de manière très générale et puis je peux passer la parole pour y revenir un petit peu plus tard. Mais pour moi, pour me tenter d'y faire une synthèse, il y a une double intervention. C'est que le conseil syndical doit faire relais techniquement, communiquer sur le phasage des travaux, rassurer. On ne va pas commencer par le ravalement, parce que sur ce type d'ouvrage, on commence par l'urgence. Donc on commence par la reprise en sous-œuvre, on va commencer par la réfection des collecteurs, etc. Et ça ne séduit que très peu les occupants. Car ce qu'on veut, c'est embellir l'immeuble, embellir le patrimoine. Donc il y a cette communication. Et le deuxième relais, oui, je traduis, je conclus. Un relais de diffusion, je l'appellerai comme ça, avec tous les moyens qui sont les bons pour communiquer auprès des occupants, autant sur les nuisances potentielles que sur les pièces à récupérer, que sur la durée, le phasage des travaux, etc. Merci beaucoup. Je vous laisse rebondir peut-être Fatoumata sur la manière dont, enfin, les outils, les démarches que vous utilisez justement pour la concertation en copropriété. Pardon. Donc pour les outils et les démarches, je vais vous prendre. Donc je veux juste expliquer mon retour d'expérience des deux opérations sur lesquelles j'ai travaillé. Donc la Tour Paul-et-Loire, en novembre 2025, on a fait donc 2 journées de porte-à-porte. Donc on avait déjà préparé la visite, on avait collé des affiches dans les ascenseurs. Alors il faut savoir que sur ces tours, on a une forte communauté chinoise. Donc les affiches ont été traduites en mandarin pour que tout le monde puisse comprendre. Donc lors de nos porte-à-porte, on avait une traductrice aussi qui était là pour faciliter les échanges. Et donc on pose des questions sur le logement, le quartier, mais également l'immeuble et les souhaits qu'ils ont, comment ils voient le futur de leur immeuble, de leur quartier.
Et donc, le fait de poser ces questions nous permet donc ensuite donc de pouvoir concevoir un projet qui est adapté. Donc, on a d'abord ce diagnostic qui est fait. Ensuite, peut-être je vais parler de la conception plus tard, ou je peux en parler dès maintenant. Oui, très bien. Donc, on a d'abord cette journée porte-à-porte, mais on peut aussi faire des ateliers, donc ça dépend des projets. À la Cité Musée, c'était plutôt un atelier toute la journée qui était ciblé en fonction des profils, donc les jeunes, les mamans, les travailleurs. Donc voilà, c'est assez divers. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on travaille à l'agence donc sous forme de workshop où on se mobilise, on essaie d'être au maximum pour se mobiliser, sachant qu'à l'agence, on est entre Paris, Marseille et Barcelone. Donc, par exemple, pour le projet de Bobigny, on a eu des collègues de Barcelone qui sont venus juste pour les journées porte-à-porte. Sinon, pour les workshops, on fait ça en visio. Et donc, tout le monde travaille pendant 15 minutes sur le projet, donc en esquissant à partir de façades ou de photos qu'on a pu prendre. Et donc, de ce workshop-là, on travaille donc en scénarios qui sont, par exemple, je garde l'exemple de Bobigny, mais on avait un scénario où on proposait l'agrandissement des menuiseries, parce que c'était une des demandes, parce que certains logements, en fonction de leur exposition, n'ont pas forcément une belle luminosité dans les séjours. On a un autre scénario, par exemple, c'était l'agrandissement des pièces de vie ou encore la création d'un balcon. Même ça a pu être fait dans d'autres projets réalisés par Sol. Après, donc, à Bobigny, on a aussi cette particularité, c'est cette dalle qui va être cassée, donc qui modifie aussi le projet. Donc, il y a tout ce qui est distribution, accès qui doit être retravaillé. Et donc, ça, c'est en communiquant avec les habitants. Lors de notre journée porte-à-porte, on a eu des retours de certains qui nous disaient que, nous, on imagine le lieu comme un espace commun, un espace où ça peut être un lieu de voisinage, où on peut s'asseoir, on peut avoir un banc, par exemple. Mais des habitants nous ont dit que non, ils ne souhaitaient pas avoir un banc dans leur hall parce que ça pouvait favoriser le squat ou les nuisances. Donc voilà, c'est ces échanges-là qui nous permettent de mieux ensuite redessiner et de réadapter le projet. Super, merci. Peut-être une dernière question rapide sur la copropriété. Là, dans tous les exemples que vous avez présentés, on voit que ce sont des immeubles qui sont accompagnés dans le cadre de dispositifs publics. Donc voilà, vous avez parlé des opérations programmées au départ. Où effectivement, comme vous le disiez, il y a une enveloppe et des aides financières particulières aussi qui sont mises en place. Est-ce que vous voyez aussi une place quand même pour tous ces enjeux d'ingénierie sociale dans le parc qu'on peut qualifier de diffus, ordinaire, dans toutes ces copropriétés qui ne sont pas forcément accompagnées dans des cadres de redressement public? Je ne sais pas si ça vous inspire. Oui, dans les copropriétés dites ordinaires, il faudrait développer ces AMU-là parce que, moi, je parle de ma très jeune expérience. Comme je l'ai dit, je suis Simone Dupouvé il y a 1 an. Mais le fait de pouvoir communiquer avec les habitants, on voit que ça permet que le projet soit totalement compris, en fait. Donc, moi, par exemple, le projet, il y a un projet qui va démarrer là, qui est une copropriété au plan Minil. Le fait d'avoir pu faire une réunion avec les habitants, c'était il y a à peu près 2 semaines, ça me permet en tout cas moi de comprendre tout de suite les problèmes et comment on peut très facilement, en tout cas assez simplement, modifier le programme. Donc, je pense que pour les copropriétés ordinaires, ce serait une bonne chose et on a plus à y gagner en fait en tant que maître d'œuvre de faire ça. Parce que, je pense pour tout le monde ici, si on y a les travaux en bas de chez nous, on aimerait être concerté. Donc, comprendre un peu le projet, nous expliquer qu'est-ce qui va être fait. Donc, voilà, je pense que c'est essentiel. Je peux compléter de manière succincte. J'inviterai en effet tous les organes et les instances de gestion des copropriétés saines, donc comprendre
en dehors de tout dispositif public, pour le dire simplement, qui se traduisent par la mise à disposition d'une équipe de suivi animation, donc de moyens permettant de faire de l'ingénierie sociale, à dédier et à mettre le plus tôt possible un budget associé à cette ingénierie sociale aujourd'hui qui est souvent déformée, en tout cas dans la culture générale, et qui n'a rien à voir avec la santé sociale et financière de la copropriété finalement. On parle juste d'accompagnement et de liens permettant de faire un projet qui réponde le plus aux occupants. Je vais finir par un exemple, c'est l'image à droite là, de Paul-Éluard à Bobigny. On ne l'a pas fait volontairement, on s'est retrouvé avec Sol aux côtés de ce tour de table. Mais comme ce fut précisé, on travaille aussi sur ce plan de sauvegarde qui est piloté par Est Ensemble. Quand Urbanis a lancé les premières enquêtes sociales, vous le voyez, c'est une tour qui dépasse 100 logements. On partait un petit peu tête baissée, avec un objectif de résultat, se dire avoir le plus de réponses à nos enquêtes, qui permettront de définir justement ce profil social et de mobiliser les aides financières derrière, avec un objectif de résultat. Le conseil syndical nous a arrêtés tout de suite en nous disant vous pouvez venir avec des questionnaires traduits en mandarin, parce que comme ce fut présenté, il y a une majorité d'occupation chinoise. Personne ne vous répondra. Vous n'allez trouver que porte close, donc vous allez développer un temps qui sera complètement perdu. Bon, nous, on partait relativement serein, fiers d'ailleurs d'avoir pu traduire nos enquêtes. Et lui avait connaissance justement des occupants. Il nous dit venez avec quelqu'un de chinois et on vous ouvrira. Donc on a travaillé avec un prestataire de médiation culturelle qui frappait aux portes, c'est très imagé, hein, mais à notre place, qui entamait les premiers mots de dialogue, ça créait un climat de confiance et qui nous permettait de récolter des informations plus techniques dans un second temps. Sans cet échange préalable avec le conseil syndical, enfin avec cette personne du conseil syndical qui avait connaissance de son tissu urbain finalement, qui est la copropriété, on avait les moyens de développer une ingénierie relativement lourde, mais on partait à l'échec. Voilà, ce sera ma conclusion sur cet exemple. Super, merci. Oui, très très clair. Donc oui, effectivement, je trouve ça assez intéressant aussi cette notion que la maîtrise d'œuvre finalement a tout à y gagner aussi dans le déroulement ensuite du projet. On va revenir maintenant à l'univers du logement social. Parce qu'il y avait un terme qui m'avait marqué dans le cadre de la première table ronde qui était celui de chef d'orchestre, le bailleur comme chef d'orchestre finalement du projet de réhabilitation et des différents acteurs qui interviennent. Et donc, comment vous faites, Laurence, donc à Paris Habitat, pour finalement orchestrer tous ces différents acteurs qui peuvent intervenir dans la phase amont des projets de rénovation, et quels sont aussi les modèles de contractualisation auxquels vous faites appel pour intégrer justement ces aspects d'ingénierie sociale? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a un plan stratégique patrimonial qui identifie aujourd'hui l'ensemble des sites sur lesquels on va intervenir, et ce qui permet très en amont à nos équipes de la proximité de savoir qu'on va engager un programme de réhabilitation. Dans ce cadre-là, selon les spécificités des sites, on va nous mettre en place avec la proximité, ce qu'on appelle des revues de projet. On va commencer à travailler ensemble pour monter ce projet de réhabilitation. Et parfois, il peut être nécessaire, comme on l'a vu tout à l'heure, de travailler en amont avec une assistance à maîtrise d'ouvrage sur des sujets bien spécifiques au site. Des sujets de programmation de pied d'immeuble, des sujets de gestion de proximité. Là, on passera, c'est pas systématique, c'est une mission d'AMU pour préparer, commencer à travailler sur ce programme de réhabilitation. Parfois, certains sites ne le nécessitent pas, ou, comme on disait aussi tout à l'heure, on a aussi en interne à Paris Habitat, on est une grosse maison. On a des chefs de projet qui sont en direction territoriale sur les sites et qui peuvent préparer aussi ce travail, cette réhabilitation avec les équipes de proximité, avec les gardiens, et commencer à engager aussi une concertation avec les habitants.
L'autre point, c'est qu'on prévoit systématiquement dans toutes nos missions de maîtrise d'œuvre une mission qu'on appelle INFCO, information, concertation, qui fait voilà, partie prenante de la mission de maîtrise d'œuvre. Et ça fait des années, moi, depuis que je suis à Paris Habitat, et ça fait un certain temps, que cette mission est intégrée à la maîtrise d'œuvre. Et là, quand on parlait d'AMU, on laisse le choix aux architectes de se faire accompagner par une AMU ou de gérer eux-mêmes la concertation. On n'impose rien quand on lance voilà, la maîtrise d'œuvre. Voilà. Et après, effectivement, on est très présent tout le long voilà, des études, des travaux. Et effectivement, on organise beaucoup de choses. Voilà, on monte les réunions publiques, les pieds d'immeuble, la maîtrise d'ouvrage est là systématiquement, la proximité également. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question complètement. Non, oui, voilà. très très bien. Peut-être du coup là, c'est du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, donc aussi pour aller voir de l'autre côté, plutôt du côté de la maîtrise d'œuvre. Maxence, du coup, sur cette question aussi là, de la manière dont vous interagissez avec les autres acteurs qui sont présents dans le projet et les différentes configurations dans lesquelles vous pouvez intervenir. Oui, on a différentes expériences, notamment avec le bailleur Paris Habitat. Le projet dont j'ai parlé, là, on a une posture un peu spéciale, c'est qu'on est AMU et on est détaché de toute maîtrise d'œuvre. On est arrivé en amont, donc on est plutôt AMU, mais on travaille avec la maîtrise d'ouvrage. Donc cette posture-là nous a permis aussi de, au fur et à mesure que les maîtrises d'œuvre sont arrivées, donc c'est 1300 logements, hein, donc il y a 4 maîtrises d'œuvre en tout, 4 équipes de maîtrise d'œuvre qui sont arrivées, plus une maîtrise d'œuvre urbaine aussi. Et puis tout ça aussi s'intègre dans une ZAC qui s'appelle la ZAC Gardemine, qui a son propre maître d'œuvre aussi. Donc il y avait beaucoup d'acteurs, et même pour les habitants, c'était pas non plus forcément très clair de qui rénove mon logement, qui rénove la rue, qui quoi. Et donc nous, notre travail aussi, ça a été de travailler avec Paris Habitat et d'accompagner les équipes de Paris Habitat aussi, un peu comme à animer cet écosystème de maîtrise d'œuvre, enfin ces équipes de maîtrise d'œuvre, grâce aussi aux thématiques que nous on portait avec les usagers. Donc il y a eu des ateliers spécialement sur les cours, sur les rez-de-chaussée, sur les locaux ordures ménagères, sur les commerces. Enfin, on a avancé petit à petit et on a animé l'habitat sur ces groupes de travail. On a beaucoup travaillé aussi avec les gardiens d'immeubles aussi. Je le dis parce que c'est un métier aussi très important et des vrais relais de terrain aussi, avec qui on a conçu aussi l'horloge, l'horloge groupée. Donc c'était aussi, on a fait des ateliers avec les architectes pour leur expliquer pourquoi il fallait qu'on conçoit les horloges groupées ainsi et pas comme ça. Donc c'était aussi très important. Et une autre façon aussi je pense que c'est aussi quelque chose qui est très propre à la résidence Charamilde, c'est 1300 logements, c'est très grand, et donc c'était bien aussi d'avoir cette posture-là d'AMU, AMO, mais on intervient aussi dans des opérations qui sont un peu plus petites, mais on est là où on est directement avec la maîtrise d'œuvre, donc on est en équipe de maîtrise d'œuvre. Donc par exemple, on a une résidence Alphonse Carre dans le 19e où c'est 500 logements, et là on est intégré à on est intégré avec la maîtrise d'œuvre, et donc là on arrive en même temps qu'elle et on conçoit. Donc là, on a fait un gros travail sur les logements à base de maquettes, à base de. On a travaillé aussi sur les logements témoins pour. Enfin, tout un travail qu'on a mis en place comme celui-là. Je trouve qu'il est intéressant aussi, c'est que ce travail-là, il va nous permettre aussi d'être là. On parlait de mise en service ou mise en usage. Nous, on sera présent pour accompagner les premières cages d'escalier dans dans l'appropriation des logements par les habitants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur d'autres opérations, plutôt équipement public, mais on n'a pas encore de référence dans le logement privé parce que les projets sont un peu plus longs à arriver. Mais par exemple, là, j'ai des collègues qui travaillent sur la mise en usage de collèges qu'ils ont eux-mêmes rénovés. Et donc là, on arrive, ils ont commencé en septembre, c'était la première rentrée, ils ont accompagné les élèves et l'équipe éducative à prendre en main les espaces qu'ils avaient conçus. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant ces deux formats-là. Peut-être pour prolonger un peu sur cette question et
refaire le lien aussi avec le tout début des tours de questions qu'on a fait. On a parlé des typologies de bâtiments auxquels du coup il faut adapter la manière dont on vient. Là, peut-être sur cette question de typologie aussi de public et d'occupants, avec lesquels on peut peut-être pas mettre en place les mêmes choses exactement. Vous avez parlé de l'aller vers aussi au début, sur la manière comment on va engager aussi des personnes qui vont peut-être pas spontanément venir participer à ces types de démarches. Peut-être que vous pouvez un peu revenir là-dessus sur la manière dont vous adaptez aussi les outils que vous mettez en place au public avec lesquels vous travaillez. Il n'y a pas de recette magique, mais on est je vais parler pour l'agence vraiment. Et donc, nous, on est une agence qui vient du design, des méthodes du design. Et donc, dans les méthodes de design, il y a à partir des usages, mais il y a aussi test et prototypage. Et quelque chose qui fonctionne, en tout cas, que nous, qu'on trouve qui est vraiment, qui permet vraiment de fait que je la place, d'accompagner le changement et en tout cas de mettre les habitants, les usagers en posture de projet, c'est tester des choses, mais à échelle 1. Et donc, c'est ce qui se rapproche le plus de l'urbanisme tactique. En l'occurrence, dans les cours de Charles Hermite, on n'arrivait pas à se mettre d'accord s'il fallait les équiper en mobilier pour en faire des vrais espaces de pause, espaces tampons entre la rue hostile et le logement. Il y avait des gens qui étaient extrêmement pour, d'autres qui étaient vraiment contre. Ça rappelle un peu ce que tu disais sur le banc dans le hall. On s'est dit, on va le tester. On se donne un droit à l'erreur. On teste quelque chose et on regarde ce qui se passe. Donc là, c'est assez chouette parce qu'on a pu le tester pendant plusieurs mois, puis ça marchait, donc on a pu refaire une seconde saison et remettre encore du mobilier. Et en fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien dans certaines cours. Donc, et on avait des retours d'usage des gardiens qui sont un peu nos partenaires aussi, des éclaireuses qui ont fait des temps d'observation, mais des temps d'observation où moi je suis pas là, quoi, le samedi soir ou le dimanche matin. Enfin, cette notion aussi de chronotopie, elle est importante et ça a permis aussi de faire beaucoup de temps d'observation. Et donc, dans certains cours, ça marche extrêmement bien. On a vu des publics seniors qui sont redescendus, qui sont réapparus dans le rez-de-chaussée, enfin dans les cours. Tout ça a permis de mettre en place aussi des dispositifs d'accompagnement des seniors aussi avec les associations qui ont dit que c'est super. Il y avait des gens, on les voyait plus. Enfin, il y avait des dames, on les voyait plus et si on n'arrivait pas à les capter. Donc, je pense que je prends un peu l'exemple un peu facile du mobilier dans les cours, mais on est allé très très loin sur cette opération-là parce qu'on a testé aussi des nouvelles programmations, des nouveaux espaces partagés. On a pris aussi l'opportunité d'avoir une occupation transitoire d'une structure qui, dans les logements qui étaient vides, a installé des collectifs d'artistes. Et on a travaillé avec cette structure pour voir justement comment cette grève pouvait être prise. Et ça a tellement bien fonctionné que l'idée, c'est quand même de conserver cette programmation d'ateliers d'artistes dans les pieds d'immeubles. Donc, parce qu'on on a pu montrer tous les retombées hyper positives de faire de liens avec les habitants, d'avoir quelqu'un en bas de chez moi, de vie villageoise en fait. Et donc ça, c'était assez chouette. Donc je pense, pour pas trop m'étaler, mais vraiment la question du test, la préfiguration, c'est aussi pour ça que je précisais que nous, une agence qui conçoit, c'est qu'on conçoit ces choses-là aussi, quoi. Merci beaucoup. Du coup, oui, effectivement, c'est cette notion aussi du droit à l'erreur, du test, de l'expérimentation. Je pense que c'est très bien de conclure là-dessus. Alors, je vous propose, je ne sais pas exactement comment on pourrait faire pour prendre des questions pour l'ensemble des 8 intervenants que nous avons entendus. Je pense qu'il n'y a pas la place pour faire monter tout le monde sur scène, mais les personnes pourront peut-être répondre depuis leur place. Oui, on va passer aux directement. questions et effectivement, n'hésitez pas aussi à poser des questions aux premiers intervenants de la table ronde qui répondront depuis la salle. Qui a des questions? Bonjour, merci beaucoup. Je suis responsable d'opération EPORIF, donc on est établissement public d'aménagement de l'Université de la région Île-de-France. J'ai une petite question parce que c'est un aspect du coup qui est très peu abordé sur les premières séquences, mais même de manière générale en tant que maître d'ouvrage public, c'est un aspect aussi très effacé. C'est la programmation dans tous ces projets-là que je ne vois pas entendu parler beaucoup.
Pourtant, ça, c'est un aspect qui définit l'opération, que ce soit sur le budget de l'opération, sur la durée de l'opération. Donc, comment, je ne sais pas, peut-être pour Paris Habitat ou pour le projet GHU présenté par Madame Bertolino tout à l'heure, voilà comment ça a été pris en compte, surtout sur le projet de GHU qui est un conception-réalisation. Donc, ça veut dire que le programme devrait déjà être assez bien ficelé. Voilà. Est-ce que vous constatez du coup beaucoup d'écart entre la phase programmation et à la fin de chantier de vos différentes opérations? Voilà. Merci beaucoup. Je me permets de répondre. Alors, il faut savoir que nous, là, sur le projet de rénovation de la façade d'Henriet, on vient tout juste de finir le pro. Donc, le chantier n'a pas encore abouti. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il commencera vraiment de manière très concrète en septembre. Et pour répondre à votre question, oui, la programmation, pour le coup, c'était la colonne vertébrale du projet. C'est-à-dire qu'en amont, on savait, donc au-delà du fait d'intervenir en milieu occupé, on avait donc des exigences environnementales très ambitieuses. On a intégré dans une démarche bâtiment durable francilien, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y avait des enjeux, en tout cas sur l'aspect environnemental et énergétique, qui reposaient lourdement finalement sur ce projet-là. Donc oui, tout à fait. La programmation, pour le coup, c'était quelque chose qui nous a permis dès le début et de poser le curseur sur le budget et de clairement nous permettre de savoir en amont les éléments sur lesquels on allait être intransigeant. Enfin, sur la programmation, en fait, nous, on est quand même une grosse structure, donc on est assez, enfin, du coup, c'est assez structuré. On sait exactement ce qu'on va faire comme type de programme. On va sur de la rénovation énergétique, sur la rénovation du logement et sur la rénovation des pieds d'immeuble, enfin l'amélioration. Après, c'est à partir, donc ça, c'est les grands objectifs du programme. On fait un PSP qui nécessite voilà, de faire un chiffrage très en amont de nos opérations parce qu'on travaille sur du long terme, hein, donc c'est un stratégique sur 10 ans. Donc il y a des coûts types qu'on connaît et qu'on va mettre en place et qui nous donnent une enveloppe d'investissement au démarrage de l'opération. Après, il y a voilà, une concertation qui va venir affiner les choses, et notamment sur le travail plus de conception des lieux, des espaces communs, des espaces extérieurs, ou quand on est en opération tiroir et on va retravailler sur les logements, sur la configuration là, des logements. Il y a tout un travail via des ateliers avec la maîtrise d'œuvre et les habitants sur les logements. Donc là, dans le cadre de cette concertation, on va, voilà, il y aura des évolutions sur le projet, mais très en amont quand même. Alors, en plus sur les opérations tiroirs, l'isolation par l'intérieur va avoir un impact sur la taille des logements. Donc, on va parfois être amené à changer des typologies. Donc là, en fait, on mène tout un travail aussi d'enquête auprès des locataires pour connaître l'occupation des logements, pour savoir quels sont les logements où les locataires pourront rester parce que leur occupation permet, voilà, on était sur des petits T3 et finalement on a une personne seule dans ce petit T3 qu'on transforme en T2, donc on gardera, on expliquera le projet et puis là on tiendra compte des usages et des besoins pour que le T2 corresponde à leurs besoins, à leurs envies et de façon à ce qu'ils restent dans ces logements. Donc, voilà, la programmation, elle est déjà quand même très structurée. Et puis, comme le disait Madame, il y a aussi tous les objectifs environnementaux auxquels il faut qu'on réponde. Donc ça, c'est quand même très intégré très en amont et voilà. Donc on sera plus sur le projet dans sa définition et dans sa conception où là les choses
c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre là, qui va faire des propositions, écouter, reprendre, faire des allers-retours. Voilà. Déborah, vous vouliez aussi réagir? Peut-être pour compléter avec un cas concret et répondre à la deuxième partie de votre question, sur le cas de la maladrerie, la concertation est intervenue pour définir la programmation parce que c'est là où il y avait plus de marge de manœuvre et en tenant compte des contraintes techniques que vous venez d'évoquer. Donc c'est là où on identifie ce qu'on appelle les invariants et les marges de manœuvre. Donc la concertation a permis d'élaborer la programmation. Et ensuite, les deux bailleurs ont lancé les marchés de conception-réalisation à partir du cahier des charges qui a été rédigé par l'architecte urbaniste coordinateur sur cette programmation. Et l'architecte urbaniste coordinateur a maintenant une mission de suivi des deux marchés de conception-réalisation pour être sûr que les prescriptions sont bien appliquées par les maîtrises d'œuvre. Peut-être pour compléter sur la question de la programmation, nous on est beaucoup intervenus en programmation. Je trouve qu'il y a une dimension politique assez importante parce que c'est là où sont fixées les grandes orientations. Nous, on est intervenus par exemple pour la ville de Besançon sur le plan école. Eux, ils avaient vraiment une très grande ouverture et une demande d'être que les équipes, que les parents, que les équipes pédagogiques soient très associées. Et du coup, pour nous, c'est l'occasion aussi de faire beaucoup de pédagogie sur les processus de décision, sur les contraintes de projet. Et voilà, pour nous, c'est vraiment intéressant d'intervenir à ce stade. Bonjour. Je voudrais m'adresser surtout à Monsieur Lavoué. Quand on parle de copropriété dégradée, qui est-ce qui est, comment dirais-je, moteur au départ? Si c'est à Paris, c'est la ville de Paris qui observe justement qu'il y a une copropriété particulièrement dégradée et qui décide d'intervenir justement en soutien aux copropriétaires pour faire le nécessaire. Vous intervenez à quel moment? Il vous missionne justement pour faire cette coordination, la mise en place justement de l'accompagnement, ou bien vous êtes aussi concepteur du projet? Merci pour votre question. Alors, l'ADN initial, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce type de dispositif qui vise à accompagner dispositif public, qui vise à accompagner les copropriétés en difficulté, font l'objet d'une convention très souvent entre une collectivité, que ce soit une ville, pour l'exemple de la ville de Paris, ou un établissement intercommunal, comme c'est le cas pour les établissements publics de la métropole du Grand Paris, et l'État. Donc, ça nécessite une prise en amont, une phase préopérationnelle, très souvent, pour reprendre l'exemple qui était le mien ici, d'une collectivité. En fonction des besoins de son territoire, en fonction des besoins repérés, je le dis de manière très simpliste, mais qui va être à l'origine de cette convention et puis prendre attache auprès des services de l'État pour de concert prédéfinir et définir un dispositif le plus adapté à une problématique d'amélioration privée, soit sur l'intégralité d'un territoire, soit de manière tout à fait ciblée sur un immeuble repéré en amont, que ça vienne des SCHS, donc des services d'hygiène, que ça vienne d'un signalement, d'une étude préalable, peu importe. Donc l'origine provient, encore une fois, ce n'est pas toujours le cas, mais sur l'exemple que j'ai souhaité aborder ici, de la collectivité qui va s'emparer de cet outil aux côtés de l'État pour mettre en œuvre ce qu'on appelle de manière un peu administrative, mais un dispositif programmé. Une fois que ce dispositif est établi, ça fait l'objet d'une commande publique, tout simplement. Et c'est comme ça qu'Urbanis ou d'autres opérateurs interviennent et se retrouvent à animer ce dispositif qui vise à accompagner les copropriétés, mais pour le compte de maîtrise d'ouvrage public. Donc nous sommes intervenus, pour reboucler encore une fois avec l'exemple du 68 Poissonnier, en répondant à un marché public piloté à l'époque par la ville de Paris, visant à accompagner des copropriétés parisiennes dégradées. Et justement, au niveau financement, du coup, puisque vous nous dites que c'est une commande publique, c'est uniquement la ville, enfin l'institution, qui prend en charge la totalité des travaux, ou bien est-ce qu'elle implique quand même les copropriétaires, parce que c'est quand même du privé à la base?
Oui, merci également pour votre question. Je parlais tout à l'heure d'approche incitative. La finalité pour une copropriété, c'est en effet de bénéficier d'un accompagnement gratuitement, pour le dire de manière très compréhensible, autant humain et social, comme nous l'avons évoqué ici, que financier. Il y a toujours un reste à charge. C'est très rare d'avoir des prises en charge à 100% d'aide publique. Donc il y a toujours un reste à charge qui va dépendre du niveau de fragilité de la copropriété et puis d'investissement de nombreux partenaires publics, hein, parce que l'aide financière, ce n'est pas un seul financeur, hein, c'est un millefeuille où beaucoup de collectivités, si je prends l'exemple de Paul-et-Loire, là je repars en Seine-Saint-Denis, à Bobigny, beaucoup d'acteurs participent, en commençant par l'État, hein, par l'intermédiaire des aides de l'ANA, qui finance très fortement ce type de copropriété dégradée et en difficulté. La collectivité à l'origine, c'est le cas d'Est Ensemble pour l'avoir cité tout à l'heure, participe également avec des aides et un régime d'aide local. La métropole du Grand Paris participe également sur l'exemple du Paul-et-Loire, etc. Enfin, je ne vais pas tout lister, mais vous avez un écosystème très large de financeurs publics. C'est d'ailleurs le rôle d'urbaniste de travailler pour le compte de la copropriété à la mobilisation la plus totale d'aide financière publique pour le compte du syndicat. Sinon, d'autres copropriétés, même si elles ne sont pas totalement dégradées et qu'elles ne font pas partie, elles peuvent faire appel à... Peut-être pour préciser qu'il y aura peut-être aussi le temps de déjeuner pour poursuivre les échanges. Je pense qu'il y avait encore une autre question. Excusez-moi. Je vous remercie pour tous les échanges. C'était très précieux sur la posture qu'il faut avoir, comment vous mobiliser en tant qu'assistant à la maîtrise d'usage. J'avais une question peut-être sur quelque chose qui relie toutes vos interventions, c'est de faire participer donc les usagers qui ne sont pas forcément détenteurs décisionnaires du programme. Donc il y a écouter leur expertise d'usage, mais est-ce que derrière on peut vraiment intégrer leur expertise d'usage selon les moyens qu'on a et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui a recoupé donc vos différentes interventions, à la fois donc pour ce qui était des interventions dans le GHU, donc des patients, des soignants, également des locataires du parc social. Un peu ce qu'on n'a pas trop entendu, c'est les locataires du parc privé. Donc vous parliez d'intervenir auprès du conseil syndical, donc des copropriétaires, Monsieur Lavoué. Éventuellement, comment impliquer et est-ce que c'est possible et souhaitable d'impliquer les locataires du parc privé si derrière on n'écoute pas forcément ce qu'ils font remonter comme problème vu qu'ils ne sont pas derrière décisionnaires lors du conseil syndical. Voilà. Je commence par répondre. Oui, tout à fait. Vous soulevez un point important, c'est que le locataire vit dans l'immeuble mais ne participera pas. Ne va pas honorer les appels de fonds car n'étant pas propriétaire, il ne participe pas au financement des travaux. C'est néanmoins très précieux. J'évoquais tout à l'heure les enquêtes sociales réalisées par les opérateurs au démarrage du projet. On rencontre systématiquement par cet intermédiaire le locataire, en fin de compte, qui a une très bonne connaissance de l'immeuble et de certaines pratiques. Je ne veux pas grossir le trait ici, mais ce type de copropriété, pour rebondir sur l'exemple, est parfois frappé de propriétaires bailleurs indélicats. Et rencontrer les locataires, c'est très précieux dans ce cadre-là pour avoir des informations qui peuvent se traduire derrière par des signalements potentiels en cas d'abus repérés. Pour recentrer sur le point de vue technique, les locataires ont une bonne connaissance en fin de compte en termes de confort, en termes de besoins de travaux, des besoins, tout simplement, au même titre qu'un propriétaire occupant. Donc pour vous répondre, de notre côté, en tout cas en ce qui concerne nos missions, ils sont associés au tout début, lors de la phase de diagnostic, en fin de compte, par l'intermédiaire des enquêtes. Et la finalité pour le locataire, même s'il ne participe pas on va dire au financement du projet, c'est quand même un immeuble réhabilité, donc avec ce sous-entendu un confort renforcé derrière, du moins c'est tout l'objectif. Merci à tous. On va clore la table ronde ici pour passer à la suivante. Merci Francesca et merci à tous les intervenants.